série de conférences qui a été organisée à la suite d'une délibération de l'Assemblée de Corse pour commémorer et non pas célébrer l'anniversaire de la mort de Napoléon Bonaparte et explorer à nouveau, puisque c'est vrai qu'un grand nombre de chercheurs travaillent sur la question, spécialement à l'Université de Corse, explorer, disais-je, les relations de Napoléon Bonaparte à la Corse, hein, donc, et bien entendu ce qui reste de la mémoire napoléonienne en Corse et ailleurs. Donc nous avons reçu un grand nombre d'invités corses ou venus de l'autre côté de la mer, les spécialistes de la matière napoléonienne particulièrement. Et ce soir, nous avons le grand plaisir, et j'ai tout spécialement moi-même le grand plaisir de recevoir mon complice, Jean-Dominique Paul, donc avec lequel nous avons lancé il y a quelques années le projet Paul Napoléon à l'Université de Corse. Alors, Jean-Dominique Paul, que l'on connaît évidemment en Corse et au-delà de la mer, qui est un spécialiste de Napoléon, mais pas seulement, alors universitaire, hein, maître de conférence à l'Université de Corse, maître de conférence en littérature comparée, spécialiste de l'imaginaire, des mythes. Je le disais, notamment le mythe de Napoléon, mais pas seulement, hein. Jean-Dominique Paul est aussi un grand spécialiste de René Char, sur lequel il a écrit un très beau livre. Alors, il a écrit une grande quantité d'articles, et puis, notamment, il a apporté une contribution déterminante à un livre publié dans la collection Bouquin, Dictionnaire des lieux et pays mythiques, que je recommande chaleureusement, et également un très beau livre, je le disais, sur René Char, pour René Char, La place de l'origine. C'est effectivement un livre qui est particulièrement profond et qui nous transporte au cœur de l'œuvre de ce grand poète et grand résistant, René Char, dont Jean-Dominique, je le disais, est aussi un spécialiste. Alors, il a donc plusieurs cordes à son arc, mais je le disais, il a travaillé longtemps sur Napoléon la Corse, sur Napoléon et Paul, et puis nous l'avons fait ensemble pendant plusieurs années à l'Université de Corse dans le cadre du projet Paoli Napoléon. Alors, avant de laisser la parole à Jean-Dominique, je voudrais d'abord dire tout le plaisir hein, que nous avons à clôturer cette série de conférences avec lui. Et puis, je voudrais préciser, comme à l'accoutumée, que cette série de conférences est organisée en partenariat entre l'Assemblée de Corse, le laboratoire LISA, le laboratoire CNRS de l'Université de Corse, auquel participe d'ailleurs Jean-Dominique Paul, et la délégation corse du souvenir napoléonien, dont Gaston Leroulanci est le responsable dans l'île. Voilà, alors cela étant précisé, je vais sans plus attendre donner la parole à Jean-Dominique Paul pour sa communication. En principe, le format, c'est une demi-heure, mais voilà, je crois que vous avez l'habitude de cela, puisque c'est à peu près le format hein, qui nous est imposé dans le cadre académique. Une demi-heure, après quoi bien, je vous donnerai connaissance de questions hein, qui sont posées par les internautes, comme nous le faisons d'habitude. Voilà, Jean-Dominique, je vous donne la parole pour votre communication, en vous remerciant à nouveau. Merci beaucoup. Alors voilà, je voulais remercier tout d'abord Marie-Antoinette Maupertuis, la présidente de l'Assemblée, et remercier évidemment Jean-Guy Talamogne, grâce à qui ces conférences ont été initiées, grâce à qui le projet Paul Napoléon s'est mis en marche, voilà. Et donc, on va essayer d'évoquer rapidement Napoléon Bonaparte sous un certain angle. Alors, Napoléon Bonaparte, quand on parle de lui, évidemment, toutes les passions se déchaînent, soit on l'adore, soit on le rejette, c'est la haine absolue souvent. Et pourtant, c'est un personnage historique, exceptionnel, qui est devenu, on dira, un mythe universel. Et Jean Tullard dit très bien que c'est le personnage le plus connu au monde après Jésus-Christ. Et ce qui permet évidemment de faire en même temps connaître la Corse. Hein, ça, c'est très important aussi. Mais ce personnage qui est connu au jour le jour,
eh bien, il a un certain mystère. Il a toujours des éléments qu'on n'arrive pas à cerner. Ce qui fait qu'on se rend bien compte que ce mythe, eh bien, il est bien vivant, que tous les imaginaires autour de Napoléon Bonaparte sont toujours vivants et déchaînent les passions. Alors, quels sont les rapports avec la Corse? Puisqu'on parle de mystère, il y a toujours ce lien avec la Corse qui est toujours tendu. Alors, parfois, on évoque le rapport à la Corse de manière anecdotique. Bon, l'odeur du maquis. Parfois aussi, on évoque on dira la rupture. Napoléon est toujours présenté comme s'opposant, comme étant en rupture avec la Corse. Et puis, il y a un autre élément, peut-être qu'on peut voir aujourd'hui, eh bien, c'est celui qui peut être utile aussi aux représentations de la Corse, c'est cette gravure. Alors, j'espère que vous la voyez, je vais la mettre comme ça. Voilà, oui, voilà, vous la voyez. Hein. C'est donc Bonaparte, premier consul, sous le costume corse. Alors, on peut bien se demander pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire. Donc, c'est la période 1799-1804, et comment cela participe aussi à la représentation des Corses, à la représentation de la Corse. Alors, cette gravure, vous l'avez vu, hein, il est représenté donc il est représenté à l'antique, on dira, qui porte une coiffe un peu particulière. On peut se dire c'est fantaisiste. Or, lorsque on fait quelques recherches, par exemple sur les gravures du XVIIIe siècle, on se rend compte que les combattants corses, eh bien, portent exactement cette coiffe. Dans le livre de Pique Barbone sur le costume corse, eh bien, on voit ces représentations. Il y a toute une série de témoignages, par exemple, alors Bossuel sera en Corse en 1765, il rencontre Pascal Paul, eh bien, il parle de cette coiffe. Il dit que les Corses lui disent clairement que cette coiffe leur vient des casques de l'Antiquité. Ils font le lien. Et donc, Bossuel, lui aussi, fait le rapport avec les casques romains de la colonne de Trajan. On voit déjà qu'est mis en place, dans ce personnage que nous voyons, ce premier consul, eh bien, il est rattaché à la Corse par son origine, mais en même temps, il est rattaché à l'histoire de la Corse. Voilà. Alors, quelle est cette histoire? Évidemment, à l'époque, le public, tout le monde savait, tout le monde avait en mémoire, on dira, la révolution de Corse. Elle avait en mémoire tout ce qui s'était passé au moment du généralat de Pascal Paoli. Autrement dit, tout ce qui s'était mis en place avec la notion de nation moderne, avec la constitution corse, alors que toute l'Europe était une Europe où dominaient les monarchies absolutistes. Là, c'est un cas particulier. On se rend compte qu'il y a un peuple qui dit que le souverain, c'est le peuple. Bon, on ne va pas développer, on n'a pas le temps de développer, mais disons qu'on sent très très bien qu'il y a quelque chose qui s'est passé en Corse à ce moment-là. Et par exemple, le lien est très fort entre l'Antiquité républicaine et ce qui se passe en Corse. Par exemple, les Corses sont appelés les nouveaux Romains. On parle de Sparte aussi. On évoque le bataillon sacré de Thèbes pour signaler qui sont ces Corses. Donc, ils sont vraiment rattachés à une sorte d'avant-garde de la Respublica antique dans la modernité. Et ça, c'est très important parce que Napoléon Bonaparte, évidemment, lui-même, lorsqu'il écrit une histoire de la Corse, lorsqu'il veut participer réellement à tout ce qui se passe en Corse, eh bien, lui-même fait le lien directement entre l'Antiquité républicaine et les révolutions de Corse. En même temps, il y a tout le thème que va évoquer Jean-Jacques Rousseau. C'est très important parce que Rousseau évoque l'héroïsation du peuple. C'est-à-dire que désormais, ce ne sont pas seulement les aristocrates qui peuvent prendre la gloire que l'on va obtenir au combat, non, mais le peuple aussi est digne de cette gloire. Parce que la gloire n'est plus réservée, on dira, à une élite, à une caste, mais une caste qui est fidèle à un roi, une caste qui est fidèle à
une monarchie. Là, non, on est fidèle à la nation, à la patrie. C'est totalement différent et ça se met en place en Corse à ce moment-là. Évidemment, ce qui se passe en Corse va constituer un terrible danger pour la Corse elle-même. C'est ce que dit Jean Tullard dans la préface des actes de colloque que nous avions organisés en 2010 à l'Université de Corse. Dans sa préface, Jean Tullard dit que la Corse devient évidemment une cible, puisque pour les monarchies, cela est extrêmement dangereux de voir se développer un tel exemple. Donc, la Corse devient une cible. La Corse devient une cible et, évidemment, elle sera vaincue, elle sera écrasée à Ponténove. Et ce lieu de Ponténove va prendre un impact très, très fort. Très, très fort. Par exemple, on va évoquer tout le pré-romantisme. Ça veut dire par là que ça ne concerne pas seulement la Corse. Antoine Franzine a écrit un ouvrage sur les révolutions de Corse où il montre très bien que ce qui se passe en Corse eh bien, va avoir un impact énorme dans toute l'Europe. C'est ça qu'il faut bien cerner. Et donc, le pré-romantisme aussi fait des Corses des héros de la liberté. On peut évoquer l'immense poète Hölderlin. Hölderlin, dans Émilie à la veille de ses noces, évoque ce jeune Allemand eh bien, qui quitte son pays pour venir aider les Corses, pour se battre avec eux. Il sera tué dans ces combats. Mais les paroles qui sont employées sont très fortes. D'ailleurs, Marie-Jean Petitgouer a proposé une traduction sublime, je trouve, hein, de ce texte, où on parle de la Corse comme de l'île sainte. Le peuple corse est le noble peuple. Donc, on voit très bien il se passe quelque chose de très fort. Il parle toujours, donc Hölderlin, de ces dieux qui s'animent lorsque les combattants corses se regroupent pour aller à la bataille. Donc, on voit que ça a marqué les esprits très fortement. Et cela ne sera pas oublié tout de suite. Alors, évidemment, lorsque la Corse est écrasée, l'intérêt pour ce pays disparaît. Et donc, il disparaît, mais cela sera remis en place quand? Cela sera remis en place avec la Révolution française. La Révolution française, 1789, eh bien, permet de réactiver toute cette histoire oubliée. Premièrement, Pascal Paul peut revenir. Il revient. Il est accueilli donc par les responsables de la Révolution. Mais qu'est-ce qu'ils disent, ces responsables, à Pascal Paul? Qu'est-ce qu'ils disent aux députés corses? Il leur dit, vous avez été les premiers martyrs de la liberté. Voilà. C'est vous les premiers, c'est vous l'avant-garde de cette liberté. Donc c'est reconnu à ce moment-là. Il y a tous les textes qui sont là pour le prouver. Évidemment, en même temps, la Constitution. Toute une série d'exemples démontrent qu'à l'époque, alors peut-être c'est une confusion, ça c'est autre chose, mais à l'époque, on fait le lien direct entre la Constitution française qui se met en place et la Constitution corse qui avait été mise en place par Paul. On fait ce lien. On dit il y a des différences, mais évidemment, tout cela est très important toujours. Donc, Napoléon Bonaparte lui-même, hein, parce qu'il est inconnu à cette époque-là, mais en 1791, quand il écrit son discours à l'Académie de Lyon, eh bien, c'est ce qu'il fait. Il évoque Pascal Paoli en tant que son modèle, mais pourquoi son modèle? Parce que c'est lui qui a renouvelé le républicanisme antique dans la modernité, parce que c'est lui le premier patriote. Et donc, on voit très bien que cela est réactivé au moment de la Révolution. Alors tout cela, il y a des personnes qui ont travaillé sur cette pensée politique corse, parce que les Corses ne font pas que prendre à l'extérieur, ils ne vont pas seulement prendre des idées et bricoler quelque chose. On voit qu'il y a un élément direct, une pensée politique corse. Alors il y a donc Dominique Tadé qui a travaillé dessus, il y a Evelyne Lucian, il y a Marie-Thérèse Avonsolette, et puis évidemment, donc Jean-Guy Talabonne qui a écrit son livre sur le républicanisme. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui était très important à ce moment-là et qui était reconnu. L'opinion générale à cette époque
considère toujours les Corses comme les premiers combattants de la liberté. Il y a une pièce de théâtre, 1781, oui, décembre 1791, qui est jouée à Paris. Donc c'est le moment où le roi a quitté Paris pour s'enfuir à Varennes, donc c'est la trahison du roi en quelque sorte, et là on commence à parler réellement de république. Eh bien, dans cette pièce de théâtre, chaque fois que le mot de république est prononcé, évidemment, la foule crie, d'énormes ovations, et chaque fois, république est associée à Pascal Paoli. Incroyable, on associe république, Pascal Paoli, liberté, en 1791, en décembre. Donc voilà. On voit très bien que la formation politique de Napoléon Bonaparte, eh bien, elle est là, elle est autour de cette réalité, dans ses écrits de jeunesse, dans son histoire de la Corse. Donc, même à Sainte-Hélène, Napoléon Bonaparte est vaincu, il va essayer de mettre en place, on dira, sa dernière bataille, c'est la bataille de la mémoire. Eh bien, il évoque la guerre de la liberté de Corse. Il évoque Lascaz, il évoque Antomarchi, il fait ce lien directement, et il évoque cette guerre de la liberté de Corse à Pontenove avec Pascal Paoli. Il fait ce lien directement. Donc on voit très bien qu'il veut prendre, alors évidemment c'est très politique de sa part aussi, on voit très bien quelles sont les ruses, tout à fait évident, mais Napoléon Bonaparte veut se situer dans cet héritage antiquité, révolution corse, révolution française, et donc lui-même qui poursuit tout cela. Lui-même qui poursuit tout cela. En même temps, on l'a vu ici dans cette gravure, donc voilà, il apparaît comme le sauveur. Quand il est premier consul, sous le costume corse, il veut apparaître comme celui qui poursuit la Respublica antique, mais en même temps, il est le sauveur. Alors, le sauveur de quoi, évidemment, à l'époque? Premièrement, on voit très bien qu'il y a Arrighi dans son texte sur le voyage de Nicomède en Corse, qui paraît en 1804, qui dit que le premier consul, le nouvel Hercule, arrache le peuple de France des bras de la mort. Mais celui qui arrache le peuple de France des bras de la mort, qui lui redonne l'énergie politique et qui lui redonne le bonheur, eh bien c'est Napoléon Bonaparte sous le costume corse. En même temps, c'est le sauveur lorsqu'il se rend en Allemagne, par exemple. Il se rend en Allemagne en 1797, il a réussi à établir la paix. Bon, il est accueilli de manière délirante par les populations. Pourquoi? Parce qu'on voit en lui le Salvator Mundi, le sauveur du monde, celui qui permet au peuple, aux nations d'exister. Et ça, c'est très important à l'époque, évidemment. Et donc, il combat le serpent, et c'est là que se met en place le thème du Messie, le Messie du peuple. Ce thème se met en place de façon très très forte à ce moment-là. On peut évoquer l'ouvrage de Marie-Paul Raphaël sur la comparaison entre Napoléon et donc Jésus. En même temps, on peut évoquer l'Italie aussi, dans cette époque-là, lorsque les guerres d'Italie, 1797, tout ce qui se met en place à ce moment-là en Italie, eh bien, les patriotes italiens rejoignent Napoléon. Il y a la légion lombarde, la légion italienne, tous ces patriotes vont vers celui qui apparaît comme celui qui s'oppose à la coalition des monarchies d'Ancien Régime pour mettre en place quelque chose de neuf autour de la nation et du peuple. Bon, après, ce que ça a donné, c'est une autre affaire, mais c'est cela qui se met en place à ce moment-là. Et c'est Napoléon Bonaparte, d'ailleurs, qui donnera à la Légion italienne la cocarde et le drapeau vert, blanc, rouge. Voilà, donc on voit très bien que Napoléon va lancer, en quelque sorte, le réveil des nations, ce qui s'est mis en place au XIXe siècle avec les révolutions de 1830, 1848, le réveil des nations, bien tout cela, c'est lui qui le lance
évidemment, avec ces nations qui se retournent après contre lui, c'est évident. Hein. Mais en même temps, tout cela bon, a une force particulière à ce moment-là. Le Risorgimento italien aussi, quoi que l'on veuille, avec Murat, qui évoque l'indépendance de l'Italie, l'unité de l'Italie, bon, quelque chose est lancé à ce moment-là. Donc, on voit maintenant, avec cette image, évidemment que Napoléon Bonaparte, sous le costume corse, a pu faire de la Corse l'île du héros, en image. Il a pu donner quelque chose, je dirais, une certaine notoriété, il a pu renouveler cette image des Corses héroïques. Mais la guerre qui va se mettre en place, la guerre qui se met en place, qui se développe, est une guerre, bon, évidemment, militaire, économique, culturelle, mais en même temps, c'est une guerre des images. C'est une guerre de propagande. Alors, Napoléon lui-même active sa propagande, comme on l'a pu le voir, mais évidemment, ses adversaires, les monarchies, vont eux-mêmes, avec le centre que constitue Londres, bien, vont mettre en place une autre propagande, et c'est cette propagande-là qui va dominer. Jean Tullard nous dit très bien que dans cette guerre de propagande, cette guerre des images, eh bien, c'est l'Angleterre, ce sont les monarchies qui vont réussir, qui vont dominer. Donc, l'image qui s'impose, c'est celle du tyran démoniaque, c'est celle du sanguinaire, c'est celle vraiment qui deviendra l'ogre de Corse. Donc, à ce moment-là, l'image de Napoléon Bonaparte, ce sont des constructions, on l'a bien compris, ce sont des constructions, l'image de Napoléon Bonaparte, eh bien, se retourne contre la Corse, puisqu'à ce moment-là, il est sorti d'un peuple sauvage. Ne ce sont plus des héros de l'Antiquité, au contraire, ce sont un peuple sauvage, un peuple vraiment qui n'a pas d'histoire, qui n'a pas de culture, eh bien, qui a donné cet homme, cet étranger. Donc, on voit très bien comment l'image se retourne complètement, et l'image qui aurait pu embellir l'image des Corses, eh bien, au contraire, va l'enfoncer complètement et va développer cette image noire de la Corse. Alors, comment les choses vont-elles évoluer? Avec les monarchies, avec la restauration monarchique, donc 1815-1830, évidemment, c'est l'image noire de Napoléon qui domine et l'image noire des Corses, des sauvages, des bandits, voilà. Mais après, avec Louis-Philippe, avec ensuite le Second Empire, surtout avec la Troisième République, là, on met en place un roman national. On met en place un roman national. Effectivement, la Troisième République a besoin de trouver un pilier pour la revanche, pour se battre contre la Prusse, pour retrouver l'énergie de la France. Donc, le seul personnage qui leur reste, pourtant, la Troisième République n'aime pas du tout Napoléon, mais ils sont obligés d'utiliser, entre guillemets, cette image-là, ambiguë. Donc, l'image de Napoléon va être utilisée dans le cadre de la puissance française, dans le cadre de la grandeur, dans le cadre de l'héroïsme. Et évidemment, on a bien compris que l'image de la Corse disparaît. Ou alors c'est tout à fait anecdotique. Mais l'histoire de la Corse, l'histoire héroïque de la Corse, cette Corse attachée, je dirais, en filiation avec la République antique, eh bien celle-là est totalement gommée. Donc, pour la seconde fois, si l'on veut, l'image de Napoléon, mise en place dans le roman national, se retourne contre la Corse, obligatoirement. Ce sont des jeux d'images. Voilà, donc là, j'ai pratiquement terminé mon intervention. Moi, ça laissera ensuite à Jean-Guy la possibilité de poser des questions, et aux personnes qui le veulent bien. Et puis, je terminerai là-dessus, c'est-à-dire qu'on voit bien comment évoluent ces images, comment la Corse est prise chaque fois, je ne dis pas presque en otage dans ces images. Et puis, je pourrais terminer sur la continuité historique en disant que ce qui est très important pour un peuple, quel qu'il soit, c'est qu'il puisse assurer sa continuité historique. Quand il ne peut plus le faire, ce peuple disparaît. On voit très bien que, voilà. Et nous, peut-être, je ne sais pas, peut-être les questions vont être associées à cela.
C'est-à-dire peut-être il faudrait une sorte de déconstruction, puisque c'est le mot à la mode, hein, les mots à la mode, l'action à la mode, déconstruire, mais une déconstruction pour déconstruire justement ce qui nous empêche de mettre en place cette continuité historique, ce qui rassemblerait en Corse, puisqu'on va peut-être vers des crises majeures donc dans le monde, peut-être on aura intérêt à rassembler, à mettre en place vraiment toute cette continuité historique avec les différences, avec les oppositions, pour comprendre ce que voulait dire justement cette image, ce Bonaparte sous le costume corse, qui est maintenant totalement incompréhensible. On ne peut pas comprendre ce que cela voulait dire à l'époque. Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire rapidement. Et maintenant, on pourrait peut-être poursuivre grâce à Jean-Guy Talamone. Merci, cher Jean-Dominique, pour cet exposé tout à fait convaincant. Nous avons quelques questions d'internautes qui vont vous permettre sans doute de rebondir et d'approfondir certains points que vous avez déjà évoqués ou pas. Paul François nous dit aujourd'hui, quelle image de Napoléon demeure, à votre avis, en France? Sauveur ou ogre? Ah, effectivement, en France. En France. Alors en France, bon, je lis la question comme elle est posée. Oui, alors effectivement, on a bien compris que le roman national est en train totalement de se fissurer, de se transformer. Peut-être se met-il en place un nouveau roman. Mais il est évident que l'image de Napoléon est une image quand même catastrophique, hein. Je veux dire, celle qui domine, on l'a bien vu, puisque nous parlons de commémoration de la mort de Napoléon. On voit très bien que les images qui ont dominé, on voit quand même que les images qui ont dominé, c'est celle de l'esclavagisme, c'est celle du conquérant. On se demande pourquoi il va conquérir. Il est toujours là en train de sortir son sabre et de partir à la conquête de l'Europe. Mais on a complètement, je dirais, gommé le côté politique, cette opposition entre les républiques. La République romaine, on l'a bien compris, hein, c'est pas la République peut-être telle qu'on l'entend maintenant. C'est cette république autoritaire que se mettait en place à ce moment-là, à la suite de la Révolution. Mais de l'autre côté, ce sont les monarchies absolutistes. C'est vraiment l'Ancien Régime. Cette guerre, elle est là, à l'époque. Donc, il y a des liens qui maintenant sont peut-être oubliés. Et donc, effectivement, ce qui domine, c'est une image absolument négative de Napoléon, réductrice. C'est cette image-là qui prime, c'est évident. Je peux le développer, si tu veux. Mais... je pense, enfin, comme je dirais, observateur de la vie publique et également de ce qui se dit à la télévision française, il me semble quand même qu'il y a aussi des défenseurs de Napoléon. Oui, bien sûr. Et on en a vu défiler quand même un certain nombre en cette année du bicentenaire qui auront défendu les positions, y compris sur des sujets qui paraissent difficilement, où l'action de Napoléon paraît difficilement défendable. Hein. Bon, voilà, c'est un parcours avec sa part d'ombre, sa part de lumière, mais c'est vrai que sur la question de l'esclavage, par exemple, on a vu des historiens défendre pied à pied la position et je crois que qu'il y a eu aussi voilà, des turiféraires hein, de Napoléon et pas seulement des contempteurs. Hein. Bon, maintenant, alors, vous dites que c'est plutôt l'image négative qui domine. Oui, peut-être, mais enfin, bon, je pense quand même qu'il y a un certain équilibre qui a été qui a pu être observé, hein, notamment à la télévision, évidemment, qui est sur les réseaux. Bien entendu, il y a eu aussi, je dirais, une campagne bien organisée et bien orchestrée sur les thèmes qui étaient attendus, hein, comme notamment
notamment l'esclavage. Alors, s'agissant de la Corse, il y a évidemment la question de Morand, hein, donc effectivement, vous pourriez peut-être rebondir de manière plus précise sur ces questions-là. Hein. Bon, d'un point de vue plus général, l'esclavage, bon, là, moi, j'avoue que j'ai du mal à trouver, je dirais, des arguments de défense, même si je suis avocat de profession et je dirais, c'est un peu ma nature aussi, mais enfin là, je crois que vraiment, il faut quand même constater que sur ce sujet-là, eh bien, voilà, c'est une tâche dans son parcours qui est qu'il est tout à fait difficile de laver. Et puis, s'agissant plus précisément de la Corse, il y a l'envoi de Morand qui n'a jamais vraiment désavoué, hein, et qui a été un véritable tortionnaire. Bon, ça, voilà, voilà, j'essaye de me faire le porte-parole de tous ceux qui sont intervenus dans ce sens dès le début de nos conférences. Sachant que, bien entendu, on ne peut pas réduire le parcours à ce que je viens de dire. On ne peut pas réduire le parcours de Napoléon Bonaparte à ce que je viens de dire. Mais ça aussi, ça existe. Jean-Dominique, est-ce que vous voulez approfondir sur ces deux points? Oui, non, c'est évident que Napoléon, ben, il a commis des erreurs et des fautes impardonnables. Ça, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus, des fautes impardonnables pour la Corse, puisque par exemple, on dit Napoléon, c'est lui qui met en place, je dirais, les libertés des nations, c'est le messie du peuple, mais on peut dire, mais pourquoi a-t-il eu la volonté de se battre pour les nations en Europe et puis oublier la Corse? C'est ça qui paraît contradictoire. Qui paraît contradictoire. Hein, en même temps, effectivement, le fait qu'il y ait eu Morand, c'est Napoléon qui l'a nommé. Morand, Napoléon savait très très bien quels étaient les actes qui se passaient en Corse. On ne peut pas dire qu'il n'était pas au courant. Voilà. Hein. Donc, on le sait très bien. Donc, c'est ça, ce sont les pardons. Mais moi, j'ai travaillé plutôt, vous l'avez bien compris, sur les images, hein, sur les imaginaires, comment c'était perçu. Voilà, c'est pour ça que j'ai insisté sur cette guerre des images et guerre des propagandes. Bien sûr, guerre des images et guerre de propagande, non, ça recouvre toujours des réalités. Ça s'appuie toujours sur des réalités, évidemment. Mais je reviens un peu sur les commémorations. Et par exemple, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'en 2005, vous vous souvenez, lorsqu'il y avait eu cette année autour d'Austerlitz, eh bien, par exemple, Austerlitz n'avait pas été fêté. Je veux dire, le gouvernement français, bon, Chirac, Villepin, avait totalement refusé de fêter Austerlitz, de décembre. Hein. Mais en revanche, ils avaient fêté Trafalgar. C'est ça qui était extraordinaire. Ils avaient envoyé la flotte française, les plus beaux fleurons de la flotte française, pour fêter Trafalgar. Et je dirais non pas seulement commémorer, mais vraiment fêter, célébrer Trafalgar. Oui. C'est très étonnant. Donc, c'est ça que je voulais Très dire. paradoxal, oui. Très paradoxal. Donc, on voit bien que l'image de Napoléon, bon, c'est comme dit Nathalie Petitot, c'est une histoire qui ne passe pas en France. Et il y a quelque chose de très bizarre qu'il faudra approfondir. Comment, à la fois, c'est un pilier du roman national, puisqu'on voit que les autres piliers comme Jeanne d'Arc, comme bon, Clémenceau, De Gaulle, sont puissants, mais le plus puissant pilier, si l'on veut, du roman national, c'est quand même Napoléon. Et en même temps, c'est très ambigu. Et voilà, c'est ça, ce sont ces images-là que peut-être il faudra approfondir, mais on n'a pas le temps de le faire en 2 minutes. Alors, justement, la question suivante de Sylvie, c'était, au fond, alors c'est une question qui est posée pratiquement systématiquement à l'occasion de chaque conférence, au fond, fallait-il célébrer l'anniversaire de la mort de ce tyran? Alors, sur le Oui. mot célébrer, donc je souhaite préciser pour Sylvie et pour ceux qui nous écoutent que il n'a pas été décidé, s'agissant en tout cas de l'Assemblée de Corse, de célébrer l'anniversaire de la mort de Napoléon Bonaparte, mais de commémorer, hein, commémorer c'est tout à fait différent, célébrer c'est mettre en valeur la part de lumière hein, d'un personnage ou d'un événement, commémorer c'est simplement se souvenir ensemble, hein, donc, et donc nous l'avons dit et nous le répétons, bien entendu les Corses qui souhaitent célébrer Napoléon sont tout à fait libres de le faire, et certains l'ont fait, hein, y compris d'ailleurs des personnalités publiques. Mais s'agissant de la délibération de l'Assemblée de Corse, il s'agissait de commémorer. Peut-être sur ces deux notions de commémoration, célébration, Jean-Dominique. Oui, alors commémoration, célébrer, donc effectivement, comme tu l'as dit parfaitement, mais ce sont toujours des choix politiques. Je veux dire, les commémorations Bien sont sûr. des choix politiques, je dirais, c'est vraiment
au niveau de l'État, bien sûr. Une association peut célébrer, une municipalité, donc une institution, oui, mais je parle au niveau de l'État, au niveau de l'État, officiellement. Officiellement, on voit très bien que bon, le président de la République, Emmanuel Macron, a, c'est vrai, fait un discours d'une tenue exceptionnelle, hein, c'est vrai, mais il n'y a pas eu sinon réellement même de commémoration, parce que la commémoration, ça implique quand même aussi un imaginaire commun. Je veux dire, lorsqu'on parle de commémoration, de célébration, dans ce cadre-là, il faut un imaginaire commun. Et parce qu'il y a un imaginaire commun, eh bien, on peut se raccrocher à certains personnages ou pas. Or, apparemment, l'imaginaire commun, il est vraiment fissuré, quoi. Il est vraiment fissuré. Encore, c'est très délicat, effectivement, parce que ce qu'a commis Napoléon, ben, c'est très difficile de l'admettre. Je veux dire, donc il faut qu'il y ait cet imaginaire commun qui comprenne l'intérêt ou pas. Sinon, c'est pas la peine. On ne peut pas dire je vais célébrer un tyran. On ne peut pas dire je vais commémorer un bourreau. C'est pas possible. Oui, tout à fait. Je crois que Jean-Dominique Paul a parfaitement raison de dire qu'il y a aussi un choix politique qui est fait par les pouvoirs publics de manière générale, alors par l'État bien entendu, mais par la collectivité de Corse, par les municipalités, celle d'Ajaccio par exemple. Alors, il y a des choix qui sont faits. Ce sont des choix politiques, hein. C'est comme lorsque le président de la République française décide d'amener quelqu'un au Panthéon. Eh bien, bon, c'est évidemment un choix qui est fait. C'est la politique de mémoire qui est entre les mains des autorités politiques, ça c'est vrai. Alors, elle doit s'appuyer normalement sur une mémoire commune, sur un récit national, comme disait Jean-Dominique Paul, mais il y a quand même cette question du choix par les autorités publiques. Alors, c'est vrai que pour certains personnages, ça ne pose pas de difficulté, hein. Je pense par exemple aux héros de la résistance corse, bien que nous commémorons tous les ans, je dirais de façon unanime, et là il s'agit non seulement d'une commémoration, mais d'une célébration, vraiment, hein, parce que ce sont des personnages qui ne sont pas du tout, je dirais, discutés, hein, donc, quelle que soit d'ailleurs leur option politique de leur temps, hein, qu'ils aient été communistes ou gaullistes, aujourd'hui ils sont célébrés par l'ensemble des Corses de manière générale. De la même manière, Paoli, en 2007, c'est une véritable célébration à laquelle il a eu droit de la part des élus, hein, qui sont tous montés, toutes tendances confondues, à Morosalia pour la messe, hein, donc il y avait tout le monde. Alors Napoléon Bonaparte, c'est vrai, c'est un petit peu différent, quoi. Totalement différent, parce que le personnage est clivant, voilà, je veux dire, c'est ça. C'est Euh, ça. donc, il ne peut pas y avoir, apparemment, on le voit très bien, sur les commémorations, je reviens donc à 2005, hein, quand même, un gouvernement de droite, hein, je veux dire, oui, c'est pas seulement un gouvernement de droite, Chirac, qui refuse de commémorer. Donc ça veut dire, voilà, Austerlitz. Et Villepin qui a écrit beaucoup sur Napoléon. bien sûr. Donc voilà, tout ça, on voit qu'il y a des problèmes de fond. Ouais, il y a des problèmes de fond. Tout à fait. Alors, ah oui, la dernière question, mais alors, oui, vous l'avez abordé déjà, hein, donc, c'est Lésia qui nous dit la question de l'esclavage a-t-elle nui considérablement à l'image de Napoléon Bonaparte? La question de l'esclavage. Est-ce que finalement, ça a été déterminant dans sa légende noire? Parce qu'il y a l'esclavage, il y a les guerres, est-ce que ce que nous demande Lésia, si l'esclavage a été déterminant, hein, finalement, a-t-elle nui considérablement à l'image de Napoléon Bonaparte, nous demande-t-elle. Et est-ce que ça a été déterminant finalement dans sa légende, puisqu'il y a eu la légende dorée et la légende noire, est-ce que la légende noire, je dirais, est déterminée de manière importante par la question de l'esclavage? Non, lorsque la légende noire, donc cette propagande anti-napoléonienne, se met en place en 1815, enfin, en particulier donc par la restauration monarchique, il est évident qu'il y a des thèmes qui sont choisis, mais jamais, je dirais, l'esclavage. Pourquoi? Parce que les Anglais étaient eux-mêmes esclavagistes, je veux dire. C'est ça le problème. À l'époque, ça ne posait pas de questions. Et les Américains aussi, longtemps, jusqu'à Lincoln. Donc, à l'époque, non, Napoléon, on va l'accuser d'être un sanguinaire, d'avoir trahi son armée, d'avoir une série de choses, voilà. Mais en revanche, cette question de l'esclavage n'est pas traitée à l'époque. C'est une question récente. C'est très récemment, évidemment, puisqu'on se rend compte à quel point l'esclavage est quelque chose d'insupportable, que
ça devient, on voit très bien que Napoléon, c'est pour ça que j'ai insisté sur les images, on voit très bien que ce sont toujours des enjeux actuels qui permettent, je dirais, de réactiver l'histoire. On réactive l'histoire, certains points de l'histoire, en fonction des enjeux actuels, en fonction de ce qu'on veut dire ou pas dire. Donc, on va utiliser Napoléon, soit pour la grandeur, soit au contraire pour attaquer certaines choses ou autres. Ce sont des enjeux actuels. Et Napoléon, bon, c'est le personnage extraordinaire pour ça. On peut vraiment l'utiliser à tous les niveaux. Tout à fait. Bien sûr qu'on regarde l'histoire avec notre regard et avec nos problématiques actuelles. D'ailleurs, euh, il y a une autre figure de l'histoire de la Corse qui n'est pas sans doute vue aujourd'hui comme elle pouvait l'être il y a seulement 30 ou 40 ans. C'est Sampiero Gursu qui a certes été je dirais, un chef important, hein, donc au XVIe siècle, mais qui a aussi étranglé son épouse. Alors, compte tenu, je dirais, de l'évolution des débats à l'échelle planétaire, pas seulement, bien entendu, en Corse ou en France, mais compte tenu des préoccupations actuelles, je ne suis pas sûr que Sampiero Gursu aurait bénéficié, je dirais, d'un monument, hein, comme cela a été fait à Bastia il y a finalement pas si longtemps. Effectivement, voilà, ce sont les enjeux actuels qui permettent de réécrire ce qui s'est passé. Et voilà. Voilà. Alors, voilà pour les questions qui nous étaient posées. Moi, je voudrais que Jean-Dominique nous donne un mot de conclusion qui sera aussi la conclusion, hein, de cette série de conférences, à une vingtaine, hein, de conférences, hein, depuis le mois d'avril. Et puis ensuite, eh bien, je procéderai au remerciement, hein, puisque c'est un moment un petit peu solennel, puisque nous clôturons ce soir la série de conférences. Et voilà, donc ce qu'on pourrait dire, ce que je pourrais dire, c'est qu'effectivement, on voit très bien que ce sont, encore une fois, que Napoléon c'est un mythe polyforme, on voit très bien qu'il est lié aux imaginaires collectifs et qu'il a des visages totalement différents, multiples et contradictoires. Et on pourrait presque dire que chacun a son Napoléon. Napoléon le bourreau, Napoléon le héros de lumière. Voilà. Et c'est difficile de réunir dans une même figure ce personnage aussi complexe. Et c'est bien pour ça qu'il est toujours vivant, que c'est toujours un mythe, toujours vivant, qui nous passionne, qui nous fait le détester, mais il est toujours là, il est toujours présent, il faut compter sur lui. Merci Jean-Dominique. Alors, que je remercie à nouveau chaleureusement, hein, et bien entendu, nous allons continuer à travailler ensemble, notamment dans le cadre du laboratoire et de ses publications sur Napoléon, sur Paoli, sur la Corse des Lumières. D'ailleurs, une publication donc, du laboratoire LISA est actuellement en gestation, hein, donc normalement la publication devrait se faire dans les semaines qui viennent. Donc, merci à Jean-Dominique, merci à l'ensemble de nos invités. Je veux remercier également la présidente de l'Assemblée, Madame Maupertuis, et son cabinet qui a été très présent hein, pour nous aider à tenir ces conférences numériques hein, pour cause de Covid. Je voudrais remercier le secrétariat général qui a été, comme d'habitude, extrêmement précieux et compétent, hein, donc, et qui a joué un rôle très important dans l'organisation de ces conférences. Je voudrais saluer et remercier le service informatique, de façon générale, l'ensemble des agents qui ont travaillé avec nous et qui ont permis à ces conférences de se tenir. Je voudrais remercier le laboratoire LISA, donc, qui est un de nos deux partenaires, et son directeur Eugène Guérard. Et je voudrais enfin remercier le Souvenir napoléonien, notre autre partenaire, et sa délégation corse qui a été confiée depuis plusieurs années à M. Gaston Leroux-Lynch. Alors, on pourra visionner hein, donc, ces conférences sur le site de l'Assemblée, c'est déjà le cas pour un grand nombre d'entre elles. On pourra les visionner aussi sur la médiathèque donc, de l'Université de Corse. Et puis, des actes seront publiés donc en partenariat, encore une fois, entre le laboratoire LISA CNRS, la collectivité de Corse et le Souvenir napoléonien. Voilà, donc merci à toutes et à tous. Et
même s'il s'agit de la dernière conférence, je pense, nous aurons encore l'occasion de parler et de Napoléon et de Paoli, de la Révolution corse, du 18e et de bien d'autres choses. Merci à toutes et à tous.